J'ai le plaisir maintenant d'introduire la conférence de Luc Aquilina. Merci Luc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Luc, je pense que pas mal de gens te connaissent ici. Tu es un peu le local de l'étape. Tu es professeur et enseignant-chercheur au laboratoire Géosciences à l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes. Et après le climat, le vivant, biodiversité, tu vas nous parler d'eau et plus généralement de ressources. Voilà, c'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Ah, c'est ça. Pour faire avancer ou pas. Et le pointeur, c'est là. Okay. Merci. Philippe a commencé sa conférence en s'excusant auprès de Christophe en disant finalement le climat c'est un truc que tout le monde connaît, mais la biodiversité. Donc moi je vais m'excuser auprès des deux précédents parce que le climat, effectivement on en entend beaucoup parler. La 6e extinction c'est quand même quelque chose qui commence à être très présent dans les médias. Et les ressources, c'est encore moins présent. Certes, la ressource en eau, et je vais en parler, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup plus, mais la question des ressources minérales est nettement moins connue, donc je vais quand même en parler un petit peu. Et donc voilà, je vais dérouler d'abord quelques notions autour du cycle de l'eau, de ses conséquences, des polluants, puis je parlerai des ressources minérales, et je conclurai sur la notion des communs. Alors, tout d'abord, un mot sur le terme même de ressources, qui est un terme qui, en soi, peut être relativement discutable, puisque vous voyez que sa définition, c'est quelque chose dont on dispose. Et dans le langage commun, on parle des ressources naturelles d'un pays, les ressources agricoles, la ressource en eau, etc. Donc, derrière cette idée de ressources, il y a l'idée que voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter, dont on a besoin, avec une idée de maîtrise. Donc c'est très, entre guillemets, moderne, très occidental comme façon de penser. Et je voudrais commencer par rappeler, même si je ne vais pas y revenir après, et que je vais effectivement donner des chiffres, etc., que les ressources, c'est beaucoup plus que ça. L'eau, c'est déjà un élément constitutif, c'est une partie intrinsèque de ce que nous sommes, de ce qu'est le monde vivant. C'est aussi un élément constitutif de notre pensée, de notre histoire religieuse, des différents mythes, du déluge, par exemple, que vous avez ici, de la spiritualité, avec, par exemple, l'exemple du Gange, qui fait partie intrinsèque de la spiritualité indienne. Et même aujourd'hui, vous voyez, c'était en 2022 une procession dans le sud de la France pour réussir à faire pleuvoir. Donc voilà, cette dimension religieuse, elle est encore présente, y compris en France. Et évidemment, l'eau, c'est également un élément qui nous a permis de construire nos sociétés, donc de faire société ensemble, avec l'exemple, par exemple, du Nil, qui est vraiment un élément de la société égyptienne, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Et puis c'est également une dimension qui nous a à la fois permis de façonner les paysages, de les transformer, avec deux exemples. Un exemple local, puisque je profite de ma situation locale de l'étape, avec le Mont Saint-Michel et toute la partie qui a été gagnée sur la mer, avec les polders à proximité du Mont Saint-Michel. Et puis la seconde image, c'est le barrage des Trois Gorges en Chine, qui est donc un des ouvrages hydroélectriques les plus conséquents à l'échelle du globe. Donc on est dans cette interaction permanente, et donc voilà, les ressources sont quelque chose qui est bien plus que uniquement ce dont on peut disposer, et je voulais commencer par rappeler cette dimension.
Et cette dimension, elle est évidemment vraie pour les ressources, elle est vraie pour la rivière, mais elle est vraie également pour le poisson qui est dans la rivière et donc pour l'ensemble de la biodiversité. Philippe l'a conclu tout à l'heure en disant bien que c'est une dimension qu'il faut réapprendre. Alors néanmoins, j'aborde donc cette question du cycle de l'eau. On parle de cycle puisque vous voyez que le soleil, c'est ce qui permet d'évaporer les océans et qu'une petite partie de cette eau qui est évaporée est transférée sur le continent où elle retombe sous forme de précipitation qui retourne vers la mer, soit en surface, soit par le milieu souterrain. Et donc, ça forme un cycle au cours du temps. Alors, vous avez un chiffre. Peu importe les chiffres, ça va être surtout les proportions qui sont importantes. En France, à peu près 500 milliards de mètres cubes. Ce sont les précipitations donc annuelles. Et alors, vous voyez que sur ce schéma, mais j'y reviendrai tout à l'heure, on a donc ce cycle de l'eau on appelle généralement le grand cycle, et puis vous avez à côté un petit cycle qui est la partie que nous utilisons. Je vais revenir sur ce constat tout à l'heure. Donc, sur ces 500 milliards de mètres cubes, il y en a une partie qui est reprise par la végétation et évapotranspirée. Il en reste 200 milliards qu'on a l'habitude d'appeler, c'est le langage courant, c'est celui de notre ministre de l'Agriculture, par exemple, de dire, voilà, ce sont la quantité d'eau qui est disponible. Alors, ça renforce cette idée la ressource, c'est quelque chose qu'on peut s'accaparer. 200 milliards. Sur ces 200 milliards, nous, qu'est-ce qu'on utilise ? Eh bien, à peu près 31 milliards. Donc, c'est un pourcentage, 15%, qui peut sembler assez faible. Et pendant très longtemps, on a pensé que la France était un pays où on n'avait pas de problème de ressources en eau. Alors, vous voyez que ce qui est prélevé, c'est-à-dire ce qui est pris dans une rivière ou dans une nappe, c'est essentiellement pour l'énergie, c'est une particularité française, c'est ce dont on a besoin pour le refroidissement des centrales nucléaires. Ça, c'est la partie qui est prélevée. Et juste après, vous avez la partie qui est réellement consommée, c'est-à-dire qui n'est pas remise quasiment immédiatement dans l'hydrosystème. Et vous voyez que c'est 4 milliards, c'est-à-dire 15% des 15%. Donc finalement, la quantité d'eau qu'on consomme, on peut avoir le sentiment qu'elle est très faible. Et là, vous voyez que quand on regarde, la part la plus importante, une fois qu'on a fait abstraction des centrales nucléaires, c'est l'agriculture. Donc le besoin quantitativement le plus important en France métropolitaine, c'est celui de l'agriculture. Alors, ce chiffre, effectivement, peut sembler relativement faible, 4,1 milliards qui sont consommés. Le problème, c'est que ça, c'est des chiffres annuels, mais que quand on regarde la distribution au cours de l'année, eh ben, cette demande, elle devient extrêmement importante pendant la période estivale. Dans la période estivale, en fonction des régions, ça va de 40% jusqu'à au moins 80% de la quantité d'eau qui est réellement disponible, c'est-à-dire celle qu'on va avoir dans les nappes ou dans les rivières. Donc, on a un moment de tension et en fait un point, entre guillemets, un point faible de cette ressource en eau, qui est donc cette période estivale où la ressource est au plus bas et les besoins sont les plus importants. D'où, voilà, malgré ces chiffres où on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'eau en France, eh ben, un phénomène de tension important, et d'où également une certaine réaction qui consiste à dire mais finalement il y a beaucoup d'eau en hiver, donc ce qu'il faudrait c'est stocker cette eau hivernale pour pouvoir la récupérer pendant l'été. C'est en partie possible, mais c'est également souvent une fausse bonne solution. Alors, juste rapidement, les mêmes chiffres, mais cette fois-ci à l'échelle de la Bretagne.
26 milliards par rapport aux 500. Vous voyez également le fort gradient entre l'ouest et l'est de la Bretagne. 10 milliards qui sont disponibles, et là-dessus, on en prélève 315 millions, donc vous voyez, de l'ordre de 3%. Donc on est relativement peu gourmand par rapport à l'échelle nationale en Bretagne. Et puis vous voyez que c'est contre-intuitif, mais en Bretagne, le besoin principal, c'est l'eau potable et c'est pas l'agriculture. On a l'impression que la Bretagne, premier territoire agricole national, a besoin d'énormément d'eau. Mais non, il y a quand même beaucoup d'élevage et beaucoup d'eau également, donc par ailleurs. Alors, je reviens justement sur ces chiffres et sur le fait que les prélèvements, c'est 15% donc de l'eau disponible, 5% donc du volume total des précipitations, et avec cette idée que finalement, donc, ce dont on a besoin, vous voyez, c'est les termes consacrés, c'est le petit cycle de l'eau. Donc il y a un grand cycle, il y a beaucoup d'eau, et puis il y a le petit cycle qui est ce qu'on utilise. Alors c'est oublié que quand on parle du petit cycle de l'eau, ce qu'on désigne, c'est les prélèvements pour l'eau potable, c'est-à-dire celle qu'on va utiliser. Et dans notre jargon, on distingue par une couleur les différents types d'utilisation de la ressource en eau. Donc c'est ce qu'on appelle l'eau bleue. Et effectivement, c'est l'eau des tuyaux, c'est l'eau qu'on va quantifier, c'est l'eau qu'on va traiter pour qu'elle soit potable, etc. C'est celle qu'on va voir le plus. On y rajoute ici une eau qu'on appelle grise, qui est la quantité d'eau minimum qu'on doit assurer dans les rivières, notamment pour maintenir l'écosystème rivière dans son mode de fonctionnement. Et vous voyez qu'on oublie que derrière notre alimentation, derrière les cultures, derrière l'élevage, on compte sur une quantité de précipitations qui vont permettre, dans les moments où on n'a pas besoin d'irriguer, de faire pousser du maïs, des cultures, etc., dont on va avoir besoin pour notre alimentation. Donc cette eau, entre guillemets, elle n'est pas disponible. On compte déjà sur elle pour nos propres besoins. Et donc, si on rajoute ces trois volets, ces trois types d'eau, eh bien, vous avez ici un schéma qui vous représente donc l'ensemble des différents segments donc des flux à l'intérieur du cycle de l'eau, avec leur importance. Et donc, vous avez ici les eaux grises, les eaux bleues et les eaux vertes. Et ça, c'est le total, qui est ici en rouge, entre 21 et 25 milliers de kilomètres cubes, peu importe l'échelle. Là, on est sur des chiffres qui sont à l'échelle mondiale. Et vous voyez que ce chiffre-là n'est pas très très différent de ceux qui sont au-dessus, qui sont à peu près du même ordre que ce flux-là, qui est le flux de l'océan vers le continent, et c'est de l'ordre de 25% de ce flux qui est le flux donc du total des précipitations. Donc, derrière ce chiffre apparent qui est que finalement on utilise une faible quantité d'eau pour nos besoins, se cache le fait que non, on utilise une part majeure de la quantité de l'eau qui tombe sur le continent, et que cette appropriation donc, est vraiment conséquente, et en particulier durant la période estivale où elle devient, on utilise la quasi-totalité de la ressource disponible. Alors, cette utilisation majeure a un certain nombre de conséquences, et une des conséquences
sans doute les plus importantes, c'est une accélération de ce cycle de l'eau. Et donc, vous voyez que tout à l'heure, je disais, on parle d'un petit cycle et d'un grand cycle de l'eau, et que cette dénomination, elle est fausse. Le cycle anthropique est du même ordre actuellement que le grand cycle de l'eau. Et ce à quoi ça a conduit, c'est le fait que entre le drainage, la rectification des rivières, etc., la disparition des zones humides, on a globalement accéléré le mouvement depuis la montagne jusqu'à la mer. Alors ici, ce que je vous montre, c'est ce à quoi pouvait ressembler une rivière au XVIe ou au XVIIe siècle. Vous voyez, c'est un système qui méandre, qui se promène, donc qui est potentiellement relativement paresseux. Et puis, vous avez des grandes populations de castors. Donc il y avait des castors partout en France, sur toutes les rivières, aux alentours du XVIe siècle. Et les castors, c'est bien connu, ils fabriquent des barrages. Et donc, ils vont ralentir le système, créer des zones humides, créer des débordements locaux. Et on a fait totalement disparaître les castors. Vous avez ici leur présence au XVIIe siècle, sachant qu'un siècle avant, ils étaient présents sur la totalité du territoire. Et vous voyez qu'ils commencent à réapparaître actuellement. Donc on est passé d'un système avec une présence, donc une interaction très forte entre certaines espèces et les rivières, un espace important donné aux rivières, à quelque chose qui est beaucoup plus restreint et beaucoup plus accéléré. Et en parallèle, à travers les différents dispositifs, on a perdu ces zones d'expansion de crues, on a perdu les zones humides. Et aujourd'hui, face au manque qu'on va observer, en particulier pendant la période estivale, on met en place un certain nombre de solutions, dont certaines sont à court terme et ne permettent pas de résoudre ce problème de fond et évidemment créer un certain nombre de tensions qui sont de plus en plus importantes. Alors, je vais dire deux mots de l'impact du réchauffement climatique sur la ressource en eau, même si ça a été déjà évoqué, et je vais prendre un exemple d'un travail de recherche qu'on a mené au sein de la fondation de l'Université de Rennes. Travail qu'on a mené directement avec les gestionnaires donc, de la ressource en eau, en essayant d'interagir pour comprendre quel était leur mode de fonctionnement, quelles étaient les questions qu'ils pouvaient se poser, donc vraiment dans une démarche de co-construction de ce travail de recherche, et puis donc parce que c'est un exemple local. Et donc, une des questions que nous a posées Eau du Bassin Rennais, donc Eau du Bassin Rennais, c'est la structure qui dessert à peu près 500 000 habitants sur tout le bassin rennais, donc c'est un peu plus large que la métropole rennaise. La question qui nous était posée, c'était 2022, est-ce que c'est un événement exceptionnel, jusqu'à quel point, combien d'années 2022 on va avoir dans le futur? Et puis, une question subsidiaire qui était un peu plus compliquée, qui était, une année comme ça, on s'en sort, 2 années de suite, ça va vraiment devenir compliqué pour réussir à l'alimentation en eau. Donc, on a fait un travail de modélisation pour simuler les débits dans les rivières et donc la disponibilité pour les ressources. Donc je passe sur le travail de modélisation. Je vous présente directement un seul résultat dans lequel on a calculé le nombre de jours où le débit va arriver en dessous d'un seuil minimal. Donc
plus on monte dans ce diagramme, plus on est dans une année sèche, donc puisque plus le nombre de jours où on a très très peu d'eau dans la rivière devient important. Et donc là, on regarde l'évolution au cours du temps. C'est un travail qui est fait avec un scénario qui est un scénario pessimiste du GIEC, mais avec un scénario relativement optimiste, lui, en termes de précipitations. Et donc, on a utilisé 12 scénarios climatiques, et donc ça va former une espèce de barre comme ça qui vous donne une idée de l'incertitude qu'on peut avoir sur ces calculs. Donc voilà ce qu'on obtient. Le code couleur, c'est un code on part du bleu où la ressource reste relativement importante et on va vers le rouge où on a donc des années de plus en plus sèches avec des débits de plus en plus faibles. Et donc vous voyez qu'au-delà de l'incertitude que représente chacune de ces barres, on voit extrêmement bien cette tendance. C'est absolument pas quelque chose de nouveau. Ce qui est juste différent, c'est le fait de l'avoir fait sur une ressource locale qui est celle que nous buvons tous les jours. Et vous voyez qu'on a représenté ici, là, ces deux barres, c'est à peu près la valeur des années 1976, qui a été une grande année de sécheresse, avec un impôt sécheresse inventé à la fin de l'été pour pouvoir sauver les agriculteurs, et puis donc l'année 2022. Et donc vous voyez qu'on sort très vite de ces années-là pour aller vers des années qui seront au moins aussi sèches, avec des débits aussi faibles, voire même nettement plus faibles. Ce que Christophe disait tout à l'heure, une France à 4 degrés, 2022, c'est un été froid. 2022 sera finalement un été relativement avec des débits importants dans le futur. Alors, par rapport à cette question qui était posée initialement, combien d'années 2022 dans le futur? Eh bien, vous voyez que quand on regarde un futur proche, 2020-2040, vous voyez qu'on est déjà pratiquement à une année sur deux. Donc c'est quelque chose qui s'intensifie et de façon extrêmement rapide. On n'est pas en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe à la fin du siècle. Non, on réfléchit à comment est-ce qu'on va pallier ces événements d'ici 10 ou 20 ans. Et vous voyez que si on passe à 2040-2060, on est pratiquement à 2 années sur 3. Et la seconde question, c'était combien d'années consécutives? Et donc là, c'est pareil, en utilisant différents scénarios, on a regardé et on voit que dans les 20 ans qui viennent, eh bien, on pourrait avoir non seulement 2 années, mais voire même 3 années de type 76-2022 consécutives. Donc on est vraiment face à quelque chose qui arrive rapidement et qui va potentiellement devenir compliqué pour les gestionnaires de l'eau. Donc cette question qui était absolument pas présente il y a 10 ans, où on imaginait qu'il y ait des villages qui puissent ne plus avoir d'eau potable, eh bien on s'en est rendu compte depuis 2022, où on avait 180 villages avec une rupture d'approvisionnement. Voilà, c'est quelque chose qui devient compliqué, y compris pour des grandes métropoles pour lesquelles on a quand même des ressources diversifiées avec des systèmes qui sont assez costauds en termes d'approvisionnement en eau potable. Alors, je vais aborder un second volet de la question de la ressource en eau, qui est celui des polluants. Je vais faire que le survoler. C'est un peu compliqué de ne pas en parler en Bretagne, parce que c'est quand même très très lié à la vocation, au développement donc, agricole breton. Alors, quand on parle de la Bretagne ailleurs en France, souvent on a effectivement l'idée, ah oui, il y a vraiment des problèmes environnementaux. Et la première grande bataille, entre guillemets, environnementale en Bretagne a été celle des nitrates, avec un pic dans les années 90, ce que vous avez ici, et puis notamment sous l'effet de la directive nitrate, des efforts consentis par les exploitants agricoles, on voit cette concentration
qui diminue progressivement depuis les années 90, à tel point qu'il y a 5-6 ans, on pouvait avoir des discours en disant ouais, ça y est, voilà, on a résolu le problème des nitrates. Ce n'est pas le cas. On voit que depuis 2016, ces concentrations ont cessé de baisser, voire dans certains endroits, elles recommencent à augmenter. Donc la bataille des nitrates n'est pas encore gagnée, et ça se voit sur la carte des différents types de qualité des eaux. Pour revenir sur la question de pourquoi est-ce qu'on observe cette fin de cette diminution, c'est en partie lié au fait que voilà, les mesures agri-environnementales, elles ont un certain nombre de limites. Donc, second problème majeur qui est celui donc, des pesticides qui occupe maintenant l'espace médiatique par rapport à celui des nitrates, parce que c'est un problème plus récent, parce que les impacts sur la santé sont beaucoup plus importants. C'est évidemment un problème européen, notamment sur toute l'Europe de l'Ouest. Vous voyez qu'on n'est même pas les pires, même si on est quand même pas mal en termes d'utilisation. Et avec, pour l'instant, contrairement aux nitrates, une difficulté majeure politique à réussir à diminuer l'utilisation des pesticides. Derrière les pesticides, on voit aujourd'hui apparaître de nouvelles problématiques en termes de qualité, avec les résidus médicamenteux, les PFAS dont vous avez entendu parler également, qui sont pas liés à l'agriculture. Voilà, un certain nombre de molécules qui apparaissent tous les jours, qui sont homologuées et qui rendent le traitement de la ressource en eau de plus en plus compliqué. Alors, le constat derrière, c'est non seulement une question donc, de santé publique, mais aussi une question de santé des écosystèmes. Le résultat, notamment des pratiques agricoles relativement intensives, mais aussi globalement de l'occupation du sol, c'est des écosystèmes qui sont en mauvaise santé. C'est le cas des rivières. Donc vous avez ici les codes qui permettent de voir les différents états. Et c'est le cas également des zones humides. C'est la même chose que les castors de tout à l'heure. Les zones humides, ça faisait partie des milieux tels qu'ils existaient, et on les a fait disparaître en drainant les systèmes, en occupant les espaces, en rectifiant les rivières. Et donc on fait disparaître des sources de biodiversité, des endroits où on peut avoir des zones d'expansion, donc où on va pouvoir limiter les phénomènes d'inondation, on va pouvoir également réinfiltrer de l'eau vers les nappes, donc ce qui est un moyen intelligent d'essayer de retarder le cycle de l'eau et de stocker de l'eau pendant l'hiver. Alors, on peut faire un espèce de constat généralisé, et il y a eu un travail qui a été publié par Le Monde, qui a été réalisé par les journalistes du Monde, puis un certain nombre de journalistes internationaux, sur un état global donc, des ressources en eau en France. Et clairement, c'est un état qui est assez pessimiste, assez alarmant sur le fait que la quasi-totalité des ressources en eau sont contaminées, alors qu'on est dans une stratégie européenne de reconquête de la qualité des eaux, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas arrivé à retrouver cette qualité. Alors, ça fait un lien, permet de faire un lien avec la question de la biodiversité. Notre régime carné important génère une quantité donc d'élevage
qui est extrêmement importante, ça a déjà été dit par Philippe, et le dépassement donc des limites planétaires, donc pour l'azote à travers les nitrates, pour les pesticides, etc. Et également pour le climat, puisque l'agriculture est également responsable d'une certaine quantité de CO2. Et donc ça, on voit que les choses sont liées, que les activités humaines, les différentes ressources et la façon dont notre régime de transport, notre régime alimentaire a un impact direct sur les ressources. Et autre impact connu en Bretagne, c'est celui des algues vertes, donc, où cet excès d'azote dans certaines baies génère ces développements et donc une espèce d'asphyxie, entre guillemets, de l'écosystème. Et là encore, un problème qui est connu depuis 20 ans, 30 ans, et contre lequel les progrès restent malheureusement assez timides. Alors, je ne vais pas revenir sur cette question de la biodiversité, puisque ça a été déjà largement commenté par Philippe Brancola. Mais juste pour faire le lien, donc comme ça a été dit, sur la destruction, l'artificialisation des milieux, vous voyez que cette question de biodiversité, elle est exactement posée de la même manière pour la question de la ressource en eau. Et je vais juste insister sur le sol, qui peut lui aussi être considéré comme une ressource, puisque c'est aussi le sol dont on va avoir besoin pour développer l'agriculture. Sans sol, pas de culture. Et le sol, c'est un élément qui est vivant, dans lequel vous avez une quantité phénoménale d'organismes, de micro-organismes. Et c'est un espèce de trait d'union entre le milieu souterrain et puis la végétation et la couche qui est au-dessus. Et le sol, c'est une ressource qui est renouvelable, mais extrêmement lentement. Il faut plusieurs centaines d'années, voire même plusieurs années, plusieurs milliers d'années, pardon, dans certains cas, pour fabriquer un sol. Or, on utilise une quantité de sol extrêmement importante pour les ressources alimentaires, et souvent le sol est malmené, appauvri par les intrants extrêmement importants. Et puis on accapare une quantité de sol phénoménale pour le développement urbain, donc à tel point qu'aujourd'hui on utilise plus de sol, on transporte plus de sol, plus de matériaux que l'ensemble des rivières à l'échelle planétaire. Donc là encore, vous voyez ce lien entre nos activités humaines, les activités agricoles, les activités de développement urbain et une autre ressource dont on parle assez peu, qui est donc la ressource en sol. Alors, dernier point de cette présentation, donc sur les ressources minérales. Les ressources minérales, c'est tout ce qui est donc non organique et dont on a besoin dans notre quotidien. Et donc je vais en distinguer deux types. Les premières, c'est les ressources énergétiques, le charbon, le pétrole. Et je voudrais juste insister sur un point, qui est qu'actuellement, on parle sans arrêt, depuis une dizaine d'années, de transition énergétique, et qu'on a souvent dans l'idée que, ben oui, on a commencé avec le bois, et puis après, on a développé le charbon. Et vous voyez que là, on regarde les proportions des différentes énergies qu'on utilise au cours du temps. Et puis après le charbon est venue l'époque du pétrole et des voitures, et puis le gaz, etc. Donc on a l'impression qu'au cours du temps, on est passé d'une énergie
à une autre, ce qui est en partie vrai, mais en termes de quantité d'énergie utilisée, c'est faux, puisque vous voyez sur ces courbes que, en fait, ces différentes énergies, on les a utilisées de plus en plus au cours du temps. Ça se voit mieux sur la courbe suivante, dans laquelle vous voyez ici tout ce qui est l'utilisation traditionnelle de biomasse, c'est-à-dire du bois, mais aussi des déjections animales, mais principalement donc du bois, le charbon, le pétrole, le gaz, etc. Et vous voyez qu'on n'a jamais utilisé autant de bois qu'aujourd'hui, on n'a jamais utilisé autant de charbon qu'aujourd'hui, on n'a jamais utilisé autant de pétrole qu'aujourd'hui. Donc on n'a jamais transitionné. On ne sait pas pour l'instant comment est-ce qu'on fait pour remplacer complètement une énergie par une autre. Et qui plus est, ces énergies sont extrêmement liées les unes avec les autres. Il faut du bois pour aller exploiter du charbon, il faut beaucoup de charbon pour produire du pétrole, parce qu'il faut de l'acier. Et voilà, et donc on est aujourd'hui dans une société qui utilise une quantité d'énergie extrêmement importante et des énergies très liées les unes aux autres. Et il va falloir vraiment complètement inverser cette tendance, puisque, comme Christophe l'a expliqué, le stock de CO2 qu'on peut encore injecter dans l'atmosphère est aujourd'hui devenu très limité et représente qu'une petite partie d'une quantité de pétrole qui est actuellement connue. Alors évidemment, ça se joue également avec des utilisations extrêmement différentes selon les pays. J'y reviendrai tout à l'heure. Les deuxièmes types de ressources donc, minérales, ce sont les métaux, donc les ressources non métalliques, les sables, les calcaires, etc., les différentes roches. Alors, ce qu'on peut en dire rapidement, c'est que vous voyez des courbes qui ressemblent à toutes les courbes qu'on présente quand on parle de la grande accélération, c'est-à-dire ce qui se passe depuis la Seconde Guerre mondiale, quand on regarde que ce soit l'effondrement du nombre d'espèces qui sont menacées, la quantité de CO2 qui est produite, tous les biens d'utilisation, etc., etc. Hein, on voit des courbes qui s'envolent à partir des années 50. Eh bien, il en va de même pour les différentes ressources, le ciment, l'acier, l'aluminium, d'un certain nombre de métaux, et les métaux qu'on appelle les terres rares, dont sont bourrés nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc. Et donc, voilà, le constat est simple. Ces ressources donc, minérales, on en a un besoin qui devient de plus en plus important. Et parmi celles-ci, vous avez ici un schéma qui représente ce que chacun d'entre nous va consommer au cours de son existence aujourd'hui. Et vous voyez donc on utilise du plomb pour les batteries, du zinc, etc. On utilise également de l'argile, du sel, parce que c'est quand même meilleur dans l'alimentation. Et on est tous des très gros consommateurs de sable qu'on va récupérer le long des rivières notamment. Ici une carte, là encore, qui permet d'insister sur la répartition. Vous voyez que c'est une planisphère dans laquelle la taille des pays représente leur niveau d'importation et d'exportation. Et donc vous voyez qu'on a une certaine atrophie de l'Amérique du Nord, de l'Europe de l'Ouest, et puis à l'inverse, vous voyez que l'Afrique, l'Amérique du Sud sont des pays qui n'importent quasiment pas de métaux. Et si on regarde par contre la partie extraction, là vous voyez que les pays qui étaient les plus gros importateurs ne sont pas les pays où on produit. Alors, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui est vrai aussi pour ces ressources, qui pose également un certain nombre de problèmes géopolitiques, avec notamment la Chine aujourd'hui, qui est un des pays
qui actuellement exporte et surtout exploite environ 80% des métaux précieux dont on a besoin dans nos téléphones. Et globalement, eh bien, ces ressources, elles sont en voie d'épuisement. Alors, les calculs ne sont pas faciles à faire, ça dépend des différents métaux, etc. Mais globalement, pour toutes, on a un horizon. Et tout comme on a dépassé le pic du pétrole conventionnel, on va dépasser le pic pour les métaux dans les décennies qui viennent. Donc, on a également un vrai problème. Et il faut bien imaginer que la façon dont on fonctionne avec de plus en plus de biens de consommation, ça a un impact sur l'ensemble des ressources, que ce soit les ressources en eau, mais aussi les ressources minérales, et que notre train de vie, entre guillemets, n'est pas soutenable. Alors, ça va m'amener vers la conclusion, 5 minutes. Donc, qui est que ces constats, ça nous amène vers une notion de commun. Je ne vais pas rentrer dans la question des solutions, je pourrais le faire, mais je voudrais insister sur la notion de commun et de responsabilité. D'abord, pour revenir sur la notion de la ressource en eau, je vous ai montré les questions qu'on se pose pour savoir est-ce qu'on aura encore de l'eau potable à Rennes demain. Mais rappelez que 2,6 milliards d'humains ont uniquement un accès à une eau améliorée. Donc, ils ne sont pas du tout dans notre situation où nous, dès qu'on a soif, on ouvre un robinet dans n'importe quelle maison en France et on peut boire. Et une eau améliorée, c'est ça, c'est-à-dire que de façon traditionnelle, ici on est dans un petit village pauvre au Burkina Faso, l'eau qui est disponible, c'est un puits à faible profondeur. Et l'eau potable, on va la chercher dans un forage qui, lui, est plus profond avec une pompe mécanique. Et donc, souvent, ce sont les enfants, en particulier les filles, qui vont chercher l'eau, puis ensuite qui le ramènent au village. Ce forage, il peut être à quelques centaines de mètres, mais il peut être aussi à quelques kilomètres du village. Donc, c'est ça, un accès à une eau améliorée. Et évidemment, la quantité d'eau qu'on utilise dans ce petit village du Burkina Faso, elle est environ 10 fois inférieure à celle que nous utilisons à notre empreinte eau, qui est à la fois celle qu'on boit et puis tous les biens de consommation qui nécessitent énormément d'eau. Et la situation est pire pour la question des systèmes d'assainissement. Alors, à l'inverse, en Europe, on est très fiers de notre droit de l'eau qui a inscrit la ressource en eau comme étant un commun, donc un patrimoine commun, et qui nous impose donc justement de le protéger, de protéger la qualité, et qui impose un certain mode de gestion. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays où l'eau est un bien marchand. Et ça pose un certain nombre de questions par rapport à ces ressources sur le fait qu'on a besoin absolument non seulement d'intégrer les questions des externalités économiques, mais aussi de réfléchir comment est-ce qu'on partage ces différentes ressources. Et je reviens sur ces 2,6 milliards de personnes qui ont un accès uniquement à une eau améliorée, sont également ceux qui ont pour pratiquement unique ressources énergétiques, la biomasse, c'est-à-dire du bois qu'ils vont aller récolter autour du village, ou des déjections animales qui ont été séchées. Donc vous voyez, c'est un tiers de la population humaine. Ce mode de cuisson, ça a des impacts sur la santé, mais surtout, ces gens, au fin fond du Burkina Faso, sont strictement pour rien dans le réchauffement climatique. Leur empreinte énergétique, elle est à peu près l'équivalent, 2-3 fois supérieure à celle du frigidaire qu'on a dans notre cuisine. Donc, eux, ils y sont pour rien, et souvent, c'est ce que soulignait Christophe, ce sont les premiers qui vont être confrontés au risque
qu'impose le réchauffement climatique. Et donc, il y a un déséquilibre extrêmement important donc, ici sur les émissions carbone entre les pourcentages de la population les plus riches et les plus pauvres, qui est vrai à l'échelle mondiale, mais également à l'échelle française. On pourrait le discuter plus avant. Et évidemment, cette question donc, du niveau de vie de l'émission, elle est également liée à la question alimentaire. Même si on produit énormément de nourriture, qu'on en gaspille un pourcentage important, eh bien, toute une partie de la population n'a pas accès à cette nourriture. Et ça va je vais conclure sur cette image-là, qui je pense est importante, qui est extrêmement présente aussi dans les négociations autour du climat, qui est donc la question de la responsabilité. Et ce que je voudrais souligner en repensant à la nature de ces ressources, qui sont vraiment un élément de notre vie, de notre quotidien, c'est que la question que ça nous pose, c'est comment est-ce qu'on fait société ensemble, comment est-ce qu'on partage ces différentes ressources, et comment est-ce qu'on assume aussi une partie de la responsabilité qu'on a sur la transformation accélérée depuis une cinquantaine d'années, qui est vraiment liée à toute notre histoire. 50 ans pendant lesquels on a imaginé qu'il n'y avait pas de limite à notre façon de consommer, à notre façon de se mouvoir. Et je conclurai en invoquant le philosophe Bruno Latour sur l'idée de la nécessité de réinventer le sol, d'atterrir sur notre terre en prenant conscience effectivement de notre relation avec l'ensemble de l'écosystème, avec les non-vivants, et d'essayer de réfléchir à de quoi est-ce que nous avons besoin réellement, comment est-ce que nous sommes prêts et comment est-ce que nous pouvons le partager avec les autres humains et également avec les non-humains et les écosystèmes qui sont autour de nous. C'est vraiment toute cette démarche-là, philosophique, mais également de façon très concrète d'un point de vue technique, qu'il nous faut réapprendre. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Luc. On se garde quelques minutes pour le temps de questions-réponses. C'est le moment, les micros vont circuler. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ? Pas de questions. Vous avez montré le schéma sur les limites planétaires. Donc, du coup, j'ai compris qu'il y avait différentes ressources qui faisaient partie des limites. Est-ce que vous pourriez juste en dire un peu plus sur comment ces limites interagissent entre elles, peut-être d'où vient ce modèle ? Alors, c'est un modèle inventé en 2009 par Johan Rockström. Ces limites, c'est les limites de l'habitabilité, c'est-à-dire c'est la zone, entre guillemets, dans laquelle l'humanité peut continuer à se développer. Et donc, si on sort de ces limites, le risque... alors, des fois, on entend des gens qui disent de toute façon, on risque de détruire la planète ou de détruire la vie sur la planète, etc. C'est pas du tout ça la question. Je veux dire, même en y mettant beaucoup d'énergie, etc., il y a des espèces qui peuvent survivre à pas mal de cataclysmes qu'on pourrait engendrer. Donc ces limites planétaires, elles sont vraiment sur notre existence, enfin l'existence de notre écosystème. Donc c'est directement notre vie en tant que société humaine dans leur interaction
avec les écosystèmes qui est menacé. Donc l'idée, c'est que au-delà d'une certaine limite, eh ben, on met en péril en fait les différentes interactions qu'on peut avoir à l'intérieur de l'écosystème et les ressources dont nous on va avoir besoin. Philippe l'a présenté tout à l'heure, le fait qu'on peut avoir un développement de nouvelles pandémies et qu'on va être extrêmement fragile pour pouvoir y répondre. Voilà, l'espèce humaine est une espèce qui est quand même extrêmement vulnérable malgré notre haut niveau de technologie. Donc c'est ça l'idée qu'il y a, cette idée de limite planétaire. Moi j'avais une question, vous avez pas mal parlé de l'année 2022 et en fait je voulais savoir c'était quoi les conséquences des sécheresses de 2022 et ce serait quoi les conséquences de 2 années de suite, 3 années de suite de telles sécheresses. Alors la conséquence c'est une période effectivement qui a été marquée par sa durée. On a une période qui a été assez longue, avec des températures élevées, mais surtout voilà, une période relativement sèche. En 1976, on avait eu un assèchement des sols qui était vraiment encore plus marqué qu'en 2022. Donc, une des conséquences, c'est donc des niveaux qui deviennent très bas dans les rivières, les amont des rivières qui vont se tarir. Et donc des écosystèmes qui deviennent extrêmement fragilisés et la ressource en eau qui n'est pas suffisamment disponible pour les différents besoins. Le risque, c'est qu'après une année très sèche comme ça, on a donc une quantité d'eau dans les sols qui est extrêmement faible, un niveau dans les nappes qui est également bas parce qu'elles continuent à se déverser dans les rivières pendant une période qui est assez longue. Et donc il faut déjà qu'une partie des précipitations recompose l'eau qu'il y a dans les sols avant ensuite de pouvoir aller recharger les nappes, donc pouvoir reconstituer les ressources. Donc 2 années de suite, on se retrouve vraiment avec nos réserves en fait, qui deviennent de plus en plus faibles. Je ne sais pas si... Avec à la fois un impact sur les écosystèmes et puis une quantité de ressources qui devient de plus en plus limitée et donc avec des tensions qui deviennent de plus en plus importantes. On a ça actuellement dans le sud de la France, dans le Roussillon, où ils sont vraiment dans une situation qui commence à être très très tendue, qui fait écho à ce qui se passe juste de l'autre côté de la frontière, en Catalogne, où là, ils en sont arrivés à vraiment des mesures extrêmement coercitives, interdiction de 80% de l'irrigation, par exemple. Donc voilà, c'est un moment donné où la question, c'est plus de savoir comment est-ce qu'on peut faire, c'est qui on sauve, quoi. Merci, je crois qu'il y avait une autre question. Ouais, vous avez dit que les pays majoritaires en termes d'exportation minière sont très différents de ceux majoritaires en termes d'importation. Et je me demandais quelles étaient les causes de ça, si c'était des causes de pur colonialisme, enfin sorte de colonialisme moderne, ou s'il y avait des questions de présence des ressources dans le sol, enfin quelles étaient les causes de... Alors, il y a à la fois effectivement une question de disponibilité des ressources. On voit par exemple l'Afrique du Sud, qui est un pays où il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles. Mais il y a aussi une question, enfin, il y a un troisième point. Donc, il y a aussi une question d'héritage, effectivement, colonial, où les colonies, elles ont permis à un certain nombre de pays de récupérer des ressources dans d'autres pays. Et on hérite de ça, avec notamment le fait que globalement les ressources minières, elles ont un impact environnemental qui est extrêmement important. Alors même si aujourd'hui on essaie de faire des mines entre guillemets vertes, donc en prenant beaucoup plus de précautions, voilà.
pour un certain nombre de raisons, on modifie un système, et donc c'est un certain nombre de répercussions. Il y a une troisième dimension dans l'histoire qui est une question géopolitique, avec par exemple la Chine qui actuellement a un quasi-monopole sur certaines ressources minérales et fait la même chose que ce qu'elle fait sur les panneaux solaires ou sur les voitures électriques, c'est-à-dire qu'elle essaie d'étouffer entre guillemets le marché en ayant des prix qui sont extrêmement bas, de façon à garder cette situation de monopole. Donc les prix ne sont pas forcément non plus le reflet du coût réel. Donc là, voilà, il y a aussi une question de politique. Et ça pose une question qui est effectivement aujourd'hui, alors que la France n'a strictement plus aucune mine actuellement exploitée, au moins pour les métaux, est-ce qu'on va réouvrir des mines en France, y compris en Bretagne. En Bretagne, c'est un des endroits où on a des métaux qui pourraient être exploités. Ce qui pose pas mal de questions, à la fois éthiques, se dire peut-être que c'est mieux de le faire en France de façon propre plutôt que d'aller faire ça dans un autre endroit du monde où les populations ont beaucoup moins de moyens de se protéger. Voilà, mais ça veut dire comment est-ce qu'on l'accepte collectivement, comment est-ce qu'on accepte que ça soit à un endroit plutôt qu'à un autre, etc. Voilà, donc dans la façon dont il faut réaborder les questions, voilà, ça c'est un exemple assez intéressant. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, passer à la suite. Luc, je crois que tu es avec nous aussi pour la pause déjeuner s'il y a d'autres questions. La suite du programme, on va pouvoir déjeuner juste à la sortie, en face. Vous verrez, il y a un buffet qui vous attend. On démarre les ateliers à 14h et là, vous aurez vos coachs et facilitateurs qui auront des petits panneaux qui viendront vous chercher. Donc, vous pourrez les suivre pour rejoindre vos salles. Et on se retrouve à 17h, même endroit, pour la pause et le film aura lieu ici même. Bon appétit!